La ville de Mir se trouve dans une région reculée de Pologne. Géographiquement parlant, elle n'était qu'un infime point sur la carte, mais aux yeux d'Hachem, elle occupait une place majeure. Cette localité tournait autour de sa célèbre yeshiva, fondée en 1817, et de ses illustres rachets yeshivot et étudiants. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la partie occidentale de la Pologne, tandis que sa partie orientale fut occupée par l'Armée rouge. La tragédie qui atteignit les Juifs de Pologne n'épargnait pas les yeshivot. Celle de Mir était en effervescence. Quelques 300 étudiants devaient partir. Dans une émission clandestine, Radio Londres annonça que Vilna allait être cédée à la Lituanie, pays encore neutre. Cette annonce allait pousser la yeshiva de Mir à partir vers Vilna, ainsi que ses rabbanim, Rav Eliezer Yehuda Finkel, Rav Chaim Shmulevitch et Rav Yecheskel Levinstein, accompagnés de leur famille. Toutefois, en 1940, sur ordre de Staline, l'armée rouge occupa les États baltes, où se trouvait Vilna. Désormais, les réfugiés juifs de Pologne allaient être considérés comme des criminels. Paradoxe de l'histoire, qui n'était en fait que le dévoilement des voies divines, un an avant la guerre, en 1938, la Pologne et la Lituanie, considérées comme des ennemis jurés, établirent des relations diplomatiques, entraînant la construction de la ligne de chemin de fer entre Vilna et Kovno. À cette époque, le Japon ouvrit un consulat à Kovno. Ces conditions allaient précisément assurer la fuite des Juifs réfugiés à Vilna. Le consul japonais, Soji Hara, récemment nommé, décida à l'encontre de ses autorités de tutelle de délivrer des visas de transit vers le Japon. Pendant près d'un mois, Soji Hara délivra des visas, plus de 300 par jour. Pour aller plus vite, il cessa d'enregistrer les numéros et d'informer le ministère. Cette situation se prolongea plus de 30 jours, durant lesquels il travailla sans relâche, sautant son repas du midi pour sauver plus de personnes. Le 28 août, il reçut une dépêche urgente, avec pour consigne de fermer le consulat et de se rendre à Berlin. Suivi par les Juifs, il quitta le consulat pour l'hôtel Métropolis et continua alors à délivrer des visas jusqu'au 31 août. Les Soviétiques lui enjoignaient de partir. Du train encore, par les fenêtres du wagon, il jetait ses précieux laissez-passer. Quand le train s'ébranla, il lança « Pardonnez-moi, je ne peux plus écrire. Je prie pour votre sécurité. » Mais il fallait également obtenir de la part des Soviétiques des visas de sortie. Or, une telle demande pouvait être considérée par les autorités russes comme une tentative de complot. Une seule option paraissait encore envisageable, fuir sans visa. L'un des rabbinim de la yeshiva de Mir décida de trancher la question en ayant recours au célèbre Goral du Gaon de Vilna. La réponse obtenue se trouva être un verset de Shemot. « Je vous ai porté sur les ailes des aigles, je vous ai rapproché de moi. » Pouvait-on espérer réponse plus explicite aux doutes concernant l'initiative envisagée? Aussitôt, les bureaux du commissariat national furent pris d'assaut. Chose extraordinaire, les fonctionnaires du KGB acceptèrent aveuglément de délivrer ces visas, alors qu'en temps normal, quiconque souhaitait quitter la patrie était considéré comme un traître. De nouveau, seule la providence divine pouvait expliquer ces miracles. Commença alors un incessant va-et-vient entre Vilna et Kovno, chacun soucieux d'obtenir son visa. Le Rav de Brisk avait coutume de dire à ce sujet « On peut maintenant comprendre pourquoi la route et la voie ferrée reliant les deux villes de Vilna et Kovno ont été si soudainement et si rapidement construites. » La yeshiva entreprit alors un voyage de Moscou à Vladivostok par le transsibérien. Fait intéressant, sur ces rails qui avaient conduit tant de condamnés en Sibérie, voilà qu'à présent, près de 2000 réfugiés, dont les étudiants et leurs rabbanim,
traverser librement la Sibérie pour quitter à jamais l'URSS. Arrivés au port de Vladivostok, ils montèrent à bord de l'Amakusa-maru, qui les attendait pour faire voile vers Tsuruga, au Japon. Le cargo surchargé risquait à tout moment de sombrer dans la mer tumultueuse. Mais par miracle, il arriva à bon port, et tous récitèrent la bénédiction du Gomel. Ce n'est que plus tard que les rescapés purent mesurer l'ampleur du miracle dont ils avaient bénéficié, peu après avoir accompli la mission historique que lui avait assignée la Providence. Le paquebot sombra dans l'océan. Au Japon, les visas de transit n'étaient valides que pour une période de 10 jours. Cette fois-ci, le secours vint d'un professeur japonais, fort influent dans les milieux gouvernementaux, le docteur Kutsuji. Sa visite à la yeshiva le marqua à tel point que 18 ans plus tard, il se convertit au judaïsme, prenant le nom d'Avraham ben Avraham. Sa tombe se trouve à ce jour à Yerushalayim. 3 mois avant Pearl Harbor, les Japonais décidèrent de déporter les Juifs réfugiés en Chine occupée vers la ville de Shanghai. La communauté des yeshivot considéra bien vite cette décision comme une nouvelle et éclatante manifestation de l'assistance divine. En effet, après le bombardement de Pearl Harbor, les civils étrangers demeurant encore au Japon furent tous arrêtés et placés dans des camps d'internement. Arrivée à Shanghai, la yeshiva s'abrita dans la grande synagogue Beth Aaron. Cette synagogue était restée vide et inutilisée jusqu'à son arrivée. Elle avait été construite 10 ans auparavant suite à un rêve étrange fait par un riche juif peu pratiquant qui, désireux de racheter ses fautes, offrit ce grand bâtiment répondant exactement aux besoins de la yeshiva. Fait étrange, le nombre de sièges, 250, correspondait exactement à celui des étudiants. 1943, l'Allemagne nazie, alliée des Japonais, envoya un sous-marin allemand avec, à son bord, 2 chefs nazis, dont le sinistre boucher Joseph Messinger. Leur mission, instaurer au Japon des ghettos et des camps de concentration. Ainsi, un ghetto fut mis en place et Messinger poursuivit son plan d'extermination. Grâce à Hachem, celui-ci fut déjoué par l'intervention d'un officier japonais rongé par les remords. Une fois le plan secret dévoilé, la communauté des réfugiés juifs récolta $1,5 million afin de soudoyer le commandant japonais. Une fois de plus, les Juifs de Shanghai étaient saufs. Durant ces 2 années de vie dans le ghetto, la yeshiva bénéficia d'un traitement de faveur, permettant aux étudiants d'aller librement étudier à la synagogue. 1944, le vent tourne. La flotte japonaise ne réussit pas à repousser les forces américaines et c'est ainsi que le ciel de Shanghai fut le théâtre de raids aériens américains qui, Baruch Hashem, ne firent aucune victime parmi les étudiants. Les habitants locaux ressentaient d'ailleurs eux-mêmes la protection divine dans les locaux de la yeshiva, puisqu'ils se réfugiaient dans la synagogue Beth Aaron pendant les alertes. La défaite japonaise était imminente. Les troupes japonaises se déchaînaient, voulant exterminer toute personne suspectée d'appartenir au camp adverse. La communauté des yeshivot hésitait à partir vers le nord du pays, mais le Rav Levinstein s'y opposa. De nouveau, ils eurent recours au Goral du Gaon de Vilna. La réponse se trouvait dans le Sefer
Yeshaya au chapitre 37. Car je la protégerai, cette ville, pour son salut. Sans l'ombre d'un doute, la ville de Shanghai ne serait pas détruite. La tournure des événements allait confirmer cette prédiction. La guerre civile entre les communistes de Mao Tse-tung et les nationalistes mit le nord du pays à feu et à sang. Mais qu'allait devenir Shanghai ? Les réfugiés ainsi que la yeshiva se trouvaient entre deux feux. D'un côté, les bombardements des Américains, et de l'autre, les troupes japonaises prêtes à exterminer la communauté juive. Le 9 août 1945 fut lancée la première bombe atomique. 3 jours plus tard, la seconde conduisit le Japon à capituler. Ce fut de nouveau un signe de la providence divine qui sauva les réfugiés juifs de Shanghai. Cet extraordinaire sauvetage est une preuve irrévocable que conformément à la promesse d'Hachem, jamais la Torah ne sera oubliée. C'est comme si Hachem lui-même avait transporté ce groupe loin de cette terrible Shoah afin qu'ils poursuivent l'étude de la Torah et puissent assurer l'avenir des yeshivot après la guerre. En effet, les élèves survivants des anciennes yeshivot de Pologne et de Lituanie se lancèrent alors corps et âme dans la reconstruction du monde de la Torah. Hashem tivne, Yirecho